façons de voir, parce qu'il y a effectivement des éléments de culture politique, qu'on pourrait appeler culture politique derrière ça, et c'est des façons de faire. Alors déjà, le pouvoir d'agir, c'est quoi? On parle de pouvoir d'agir quand on parle de la possibilité pour les personnes de maîtriser ce qui est important pour elles. Là, j'utilise une définition qui me semble la plus précise et en même temps assez large de Yann Le Bossé. Donc, ce qui est important pour les personnes, leurs proches, les groupes auxquels elles s'identifient, bon, voilà. Donc, quand on parle de développement du pouvoir d'agir, on parle d'un processus, on parle d'un passage qui est d'un sentiment d'impuissance, par exemple, de l'impossibilité d'agir à la possibilité d'agir. On peut d'ailleurs tout à fait parler de possibilité d'agir au lieu de pouvoir d'agir, si jamais le terme pouvoir posait trop de problèmes, hein, eh ben, pourquoi pas dire possibilité d'agir, voilà, ça met tout le monde à l'aise. Bon. Mais voilà de quoi il s'agit. Alors quand on regarde le champ du pouvoir d'agir, ça remonte loin, hein, bien sûr, ça remonte même encore plus loin que ce dont je vais vous parler, mais les deux grands inspirateurs au XXe siècle, à partir des années 30, c'est surtout Saul Alinsky et Paulo Freire. Saul Alinsky américain, Paulo Freire pédagogue brésilien, qui sont un peu les deux grands inspirateurs avec des démarches pour le coup assez radicales, et je vais y venir juste après, parce qu'il y a différents niveaux de radicalité bien sûr dans ces conceptions-là du pouvoir d'agir. Mais il y a aussi, de manière plus contemporaine, on peut trouver plein d'éléments du côté de Yann Le Bossé, donc québécois, dont je vous ai parlé, d'un certain Chambers qui est un anglais, Ratchagopal en Inde, Amartya Sen et ses capacités, et puis en France Michel Séguier qui a beaucoup travaillé là-dessus. Voilà. Quand on regarde un peu ces approches, il y a des éléments de culture commune très forts, et là je vais commencer par le quatrième point parce qu'on vient d'en parler. Il y a une finalité derrière cette notion-là qui est une société plus juste. La transformation de la société dans une optique de davantage de justice. L'idée derrière ça, qui a l'air évidente, mais qui n'est pas du tout, c'est que plus les personnes ont deux pouvoirs, et non pas ont le pouvoir, mais ont deux pouvoirs sur leur vie, sur ce qui est important pour elles, et plus une société est juste. C'est de l'ordre de la conviction, hein. Des gens ne partagent pas du tout cette conviction, des gens pensent que plus on organise la société d'en haut, et mieux on se porte. Quand on parle de pouvoir d'agir, on se situe dans cette optique, cette conviction-là, qui est politique, parce que c'est une vision de la société. Ça, tous ces courants le partagent tous. Un autre élément de posture, c'est l'égalité. Donc les personnes ont des ressources. On n'est pas là pour réparer des personnes, on n'est pas là pour considérer que les personnes ont des manques, ou sont inadaptées, les personnes ont des ressources. Et il faut travailler à la fois avec les personnes, mais aussi avec les groupes, et il faut travailler sur le système. J'y reviendrai juste après. Mais l'égalité, c'est, on n'est pas dans une posture d'intervenant expert qui va dire le sens du changement, qui va dire comment il faut faire, qui va prescrire. Voilà, on évite toute forme de prescription dans ces approches-là. On parle des ressources des personnes et de qui elles sont. Donc l'égalité, la citation que j'aime beaucoup, c'est une citation de Paulo Freire. Hein. Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble. Un autre ingrédient, c'est l'action. C'est des approches qui visent l'action concrète, la transformation concrète, c'est-à-dire qu'on définit des objectifs concrets de transformation de l'environnement autour de soi. On est, alors là, dans mon esprit, mais je chambre mes amis consultants avec ça, on n'est pas tellement dans l'optique monsieur consultant qui intervient, qui va dire « Ouh là, il y a un problème, il faut faire un diagnostic préalable qui va nous prendre des mois, et puis une enquête préparatoire, parce que... Hein, et puis blablabla. » Bon, il faut faire des diagnostics, il faut faire des enquêtes, il faut faire... Mais c'est l'action qui est au centre, et c'est pas tellement la méthode, quoi. Voilà. J'y reviendrai aussi, enfin non, je reviendrai pas parce que j'ai pas le temps, mais on y reviendra. Et puis, dernier élément, pouvoir et démocratie, voilà. Quand on parle de pouvoir d'agir, on est dans une conception de la démocratie comme étant un champ de pouvoir au pluriel. On n'est pas dans, il y a le pouvoir politique et puis il y a le peuple, la foule, et la foule veut prendre le pouvoir politique. Ça, c'est notre imaginaire politique français de révolutionnaire
et de monarque en puissance, les deux à la fois. Mais on est dans une conception, voilà, la démocratie est un champ de pouvoir au pluriel, et donc on peut gagner du pouvoir sur nos vies, les personnes peuvent gagner du pouvoir sans vouloir le pouvoir. Et ça c'est très important parce que dès qu'on parle du pouvoir d'agir, tout le monde pense tout de suite contre-pouvoir. Et ça bloque, mais parce que ça réveille en nous quelque chose qui est très très fort dans notre imaginaire politique, qui est le pouvoir politique du monarque et le pouvoir de la société qui va renverser le monarque. Bon, voilà. Donc ça c'est des éléments de posture communes à toutes ces approches. Les principales différences, et là ça me semble important pour bien clarifier de quoi on parle, c'est sur la vision qu'on a du changement et comment il est le plus efficace. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour l'obtenir? Du coup, certains courants vont mettre plus ou moins l'accent sur le travail avec les personnes, sur le travail sur les groupes ou sur le travail sur le système. Bon. Et puis un autre élément, donc là je ne rentre pas dans le détail, mais on pourrait identifier des penseurs, des courants, des expériences qui se rattachent à chacun de ces éléments. Et surtout, les principales différences, c'est les relations aux autres détenteurs de pouvoir dans la société. Certaines approches clairement mettant l'accent sur le conflit, en se disant, eh bien, de toute façon, pour gagner du pouvoir, il faut forcément du conflit, être conflictuel, se confronter, etc. Et notamment avec les détenteurs du pouvoir politique, donc les élus, et d'autres approches étant beaucoup plus sur la négociation, le partenariat, même si la distinction n'est pas aussi simple dans les faits, bien sûr, mais il y a différents degrés, voilà, qu'il est important de comprendre, et une palette parmi laquelle il faut voilà, trouver sa place. Le pouvoir d'agir, ça n'est pas forcément contre-pouvoir, on a compris, et ça n'est pas forcément le conflit. Il y a certaines approches qui mettent l'accent là-dessus, mais pas toutes. Voilà ce que je voulais vous dire. Enfin là, oui, il y a une citation, c'est Yann Le Bossé avec qui on a eu la chance de travailler vendredi avec le groupe Qualification, qui dit « On n'est pas là pour s'engueuler, mais on peut être amené à le faire, éventuellement si nécessaire. » Donc, je trouve qu'il résume bien d'une manière... oh oui, je l'ai écrit, il ne faut pas le dire ça, parce que c'est pas très académique comme citation, mais bon. Voilà. Donc, pour résumer, il me reste 1 minute ou 2. Oui. C'est formidable. Alors, pour résumer, donc, quand on se situe dans une optique en termes de pouvoir d'agir, c'est à la fois assez simple et c'est très exigeant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette au niveau de la méthode, et il faut se méfier, moi je crois, de ceux qui prétendent avoir une recette. Parce qu'il n'y a pas une manière de faire qui va créer du changement dans tous les contextes, c'est pas possible. Chaque contexte est différent, les personnes sont différentes, il n'y a pas une manière de faire qui va marcher à tous les coups. Donc, on se méfie des recettes trop ficelées. Voilà. Par contre, on est très attentif aux bons produits, aux bons ingrédients, et notamment ces éléments-là de posture, notamment le fait d'éviter d'être dans l'intervenant expert, dans celui qui veut faire le changement. On essaye plutôt d'être là pour travailler sur le mouvement, d'être dans la posture de l'agitateur, ou dans la posture du... Voilà, vous l'aurez compris, ces notions-là sont pragmatiques. C'est pas des révolutionnaires, les personnes qui ont travaillé toutes ces méthodes-là, c'est pas des révolutionnaires. Donc on est plutôt dans le bon produit. Vous comprendrez aussi en quoi ça peut être très différent parfois de la notion de participation. On voit bien les passerelles entre les deux notions, mais ça peut être très différent parce qu'on peut tout à fait dans des espaces dits participatifs être dans des espaces qui sapent totalement le pouvoir d'agir des personnes. Si on est dans une réunion... Si on est dans une réunion, on se sent totalement impuissant, on ressort, on est liquéfié parce qu'on a l'impression qu'on a 3 montagnes à franchir pour bouger tel mini truc dans son quartier, on est totalement en dehors du pouvoir d'agir. Donc, le critère qu'on peut avoir en tête quand on intervient sur ce champ-là, c'est est-ce que mon intervention a fait ou peut faire que les personnes ensuite ont davantage de possibilités d'agir sur ce qui compte pour elles. Donc, c'est les bons produits et c'est la créativité qui permettra de répondre à ces éléments-là, enfin ces défis-là.